souhaite la bienvenue à tous, voilà, tous ceux qui sont en train de se connecter, tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Voilà, vous pouvez mettre un petit message dans la discussion pour dire de quel pays vous êtes et voilà, et souhaiter bonjour. Donc, on a déjà des messages du Mali, du Congo, du Bénin, et je disais, on a des personnes qui viennent de France, un petit peu partout, de Belgique, du Canada. Peut-être qu'on a quelqu'un d'Haïti, parce que je sais qu'on a des animateurs d'Haïti aussi. Oui, je suis du Canada. Voilà. Donc là, on va être très nombreux ce soir, donc on va pas trop ouvrir les micros parce que sinon ça va facilement faire cacophonie. Mais vous aurez accès à la discussion pour pouvoir voilà, poser vos questions, faire vos remarques. Et on va peut-être commencer sans trop tarder. Le temps de partager mon écran. Voilà, je vous disais, on est ensemble ce soir sur un webinaire qui a pour thème Un monde sans énergie fossile est-il possible? Donc voilà, je pense que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'avoir justement ces éléments pour parler de ça. C'est des questions qu'on entend beaucoup, que moi j'entends beaucoup. Donc oui, je ne me suis pas présentée. Donc moi, je suis Aldo Trio du mouvement Laudato Si. Je suis responsable du mouvement pour la France. C'est un mouvement international qui est présent dans de nombreux pays. C'est ce qui nous permet d'avoir des personnes d'un petit peu partout. On est présent dans 185 pays, me semble-t-il. Le... Ce soir, l'idée, c'était de voir cette thématique d'un monde sans énergie fossile à travers deux axes pour répondre à deux grandes questions que les gens peuvent se poser. La première, c'est eh ben, est-ce que c'est possible dans un pays comme la France, on va vraiment se focaliser sur la France aujourd'hui, de faire sans les énergies fossiles? Est-ce qu'au niveau économique, au niveau des besoins des personnes pour se transporter, pour se nourrir, pour se loger, est-ce qu'on arrive à faire sans? Et l'autre question que j'entends souvent, c'est oui, mais que se passe-t-il pour les personnes qui sont plus précaires, des personnes qui sont dans des situations financières peut-être difficiles? Comment est-ce qu'elles peuvent vivre cette transition? Et pour ça, on a fait appel à deux intervenants que je vais remercier déjà tout de suite et sûrement à nouveau dans la soirée parce que c'est vraiment un bonheur de les avoir. Donc Yves Marignac, qui est de l'association Negawatt, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, qui va nous parler de ce sujet, justement toute cette partie technique de comment on fait. Et Daphné Chamard-Terling, qui travaille au Secours catholique et qui, elle, va avoir ce regard et cette attention pour savoir comment on peut faire avec les personnes les plus fragiles. Mais pour commencer, comme on est un mouvement catholique et que c'est aussi notre foi qui nous amène à nous retrouver ensemble et à agir ensemble, je voulais vous proposer de commencer en prenant une très courte prière. Donc, je crois que c'est Françoise qui avait accepté de lire cette prière. Je ne sais pas si Françoise, tu es là. Oui, je suis là et je veux bien la Voilà, lire. très bien. Voilà, donc je te laisse la parole. Tu vois bien tout? Oui, je vois bien tout et j'ai de toute façon le texte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour, pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs. Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures, sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Amen. Merci beaucoup, Françoise. J'en profite pour te présenter en disant que tu es en Belgique Oui, et tu travailles au niveau du diocèse pour promouvoir l'écologie intégrale, et les évêques belges sont allés marcher et ont appelé les catholiques à marcher pour une marche pour le climat le 3 décembre. Donc, c'est une grande source d'inspiration pour tous les autres pays. oui, c'était une grande joie. Pour introduire rapidement donc, le sujet de ce soir, je vous ai mis 2 citations de Laudate Deum. Laudate Deum, c'est un texte que le pape François a écrit et publié au début du mois d'octobre, un peu en amont de la COP 28. Il avait déjà écrit Laudato Si 8 ans avant. Et dans ce texte, il constate que nos réactions depuis 8 ans et depuis 8 ans, c'était aussi la date de la COP 21 à Paris, nos réactions sont insuffisantes alors que le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture. Et c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, et sans doute moins en France que dans d'autres parties du monde, on voit ces impacts et ces conséquences de la crise climatique. Et le pape nous dit aussi, nous ne pouvons plus arrêter les énormes dégâts que nous avons causés, nous avons juste le temps d'éviter des dégâts encore plus dramatiques. Et on sait que dans cette crise climatique, les énergies fossiles jouent un rôle énorme en tant qu'émission de gaz à effet de serre. Donc, on arrive à un moment où il faut vraiment agir et la question se pose de comment est-ce qu'on peut agir. Et le pape nous dit, nous devons cesser de sembler être conscients du problème, mais n'ayant pas dans le même temps le courage de faire des changements substantiels. Et ce qu'on voulait ce soir, c'était voir ensemble quels pouvaient être ces changements substantiels et comment les faire, parce qu'on est devant cette nécessité de faire sans les fossiles, mais encore faut-il savoir par quel bout prendre les choses et vers quel monde en fait on veut aller. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait appel à Yves Marignac. Donc il est consultant sur le nucléaire et la transition énergétique dans le groupe Négawatt. Et le Négawatt, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a l'association Négawatt, il y a l'Institut Négawatt, donc qui ont des rôles un petit peu différents. Mais si on veut faire vraiment très court, on pourrait dire que depuis 20 ans, ils font un travail vraiment très approfondi sur cette question de comment est-ce qu'on peut faire sans les fossiles. Et sur des choses vraiment très, très concrètes dans des grandes thématiques, le transport, le logement, l'alimentation. C'est un travail qui s'est complété au fil du temps. Moi, quand j'ai découvert ça il y a déjà un certain temps, on en parlait avec Yves Marinac tout à l'heure, j'étais très impressionnée par le sérieux de ce travail et se sont comptés très, très complet, très solide et très convaincant. Et je trouve que c'est pas suffisamment connu, en fait, et c'est ça on avait envie de mettre en avant parce que voilà, beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ce qui est intéressant aussi dans cette approche, c'est qu'il s'appuie sur les objectifs de développement durable dans la réflexion qu'ils ont. Donc, c'est pas seulement sortir des énergies fossiles, mais c'est aussi sortir des énergies fossiles avec une dimension sociale. Voilà. Et c'est ce que va nous présenter Yves maintenant. Donc, pendant environ 20 minutes, et on prendra un temps de questions ensuite avec vous. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans la discussion. On les collectera au fur et à mesure. Et on posera ensuite, je poserai les questions à Yves. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Voilà. Donc, je vais vous passer la parole et merci encore d'être là ce soir. Bah voilà, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez bien cet écran. Je vais commencer par dire, que je suis ravi de cet échange et je vous remercie de cette invitation. Deux, que j'en suis ravi parce que c'est évidemment très important qu'un mouvement comme le vôtre se saisisse de ces enjeux et qu'en particulier le lien entre la dimension écologique et la dimension sociale, évidemment, dans à la fois à l'intérieur de notre société française, mais à l'international est fondamentale. Trois, parce que malheureusement, je rejoins complètement les propos que vous avez rapportés en introduction. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui le jour de la fin de la COP 28 avec un texte
qui s'inscrit complètement dans ce dernier constat, c'est-à-dire qui, dans sa première partie sur la prise de conscience, est de plus en plus clair sur la nécessité notamment de transiter. Alors le texte n'appelle pas une sortie des énergies fossiles, mais dit quand même qu'il faut qu'elles sont le principal responsable de nos problèmes, mais qui, dans sa partie solution, reste beaucoup trop faible, comme si voilà, cette volonté d'agir manquait, comme si on avait du mal collectivement à se saisir des bonnes solutions. Et donc, c'est de ça que je vais parler en me centrant, tout en parlant du scénario Négawatt dans son ensemble, sur le concept de sobriété énergétique. Et voilà, je vais pas. Alors, j'ai volontairement fait le choix de mettre plus d'informations dans mes diapos que je ne pourrais réellement commenter, parce que vous aurez ce support ensuite pour y revenir. Je vais passer très rapidement sur qui nous sommes. Donc, l'association, c'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années, qui travaille à des scénarios de transition énergétique pour la France et aujourd'hui aussi pour l'Europe, qui s'en sert pour faire du plaidoyer autour de politiques et mesures, et qui a aussi créé, il y a presque 15 ans maintenant, un institut, une filiale qui, lui, développe plutôt des actions opérationnelles auprès de collectivités, d'entreprises pour mettre en œuvre la transition et qui incube des entreprises qui elles-mêmes peuvent contribuer à la massification. C'est notamment le cas de Doremi qui s'occupe de rénovation des maisons individuelles. Derrière cette présentation, l'idée centrale, c'est que on est avec ce groupe à la fois vraiment tourné vers la prospective, le long terme, les enjeux nationaux et internationaux, mais ancré aussi dans la mise en œuvre et dans le concret. Et je pense que ça nous est très utile lorsqu'on fait notre travail prospectif. Euh, Ça a été dit très bien par Anne, hein. Ça fait 20 ans qu'on travaille notamment sur le sujet de la sobriété comme moyen de rendre notre système plus soutenable. Et en tant que pionnier, reconnu d'ailleurs aujourd'hui comme tel par le GIEC, on a pu constater depuis toutes ces années qu'on est en fait dans un cercle vicieux. On n'arrive pas à porter la sobriété dans les politiques et mesures. Du coup, il n'y a pas de production académique disant à quoi ça peut servir. Du coup, on n'en a pas dans les modèles et du coup, on n'informe pas les politiques et mesures. Et derrière ce cercle vicieux, on a identifié, nous, assez clairement, un certain nombre d'obstacles dont je vais repartir pour tirer un certain nombre de leçons sur comment on peut mettre en œuvre la sobriété et s'en servir pour atteindre effectivement nos objectifs, notamment climatiques. Le premier de ces obstacles, c'est tout simplement le fait que le concept de sobriété reste flou. Et évidemment, puisqu'il est flou, il est difficile de réfléchir à la manière de le mettre en œuvre. Le deuxième, je vais vraiment pas m'attarder là-dessus, c'est plutôt un truc pour nous en tant que modélisateurs et scénaristes, c'est que les modèles qui servent aujourd'hui à faire les scénarios sont conçus d'une manière qui se saisit très mal des enjeux de sobriété et des hypothèses et des leviers que ça suppose. On a de la même manière un manque de données. On n'a souvent pas les bonnes statistiques pour qualifier des évolutions relatives à des enjeux que nous, on appelle, et j'y reviens évidemment, de sobriété. Et puis, il y a, et c'est fondamental du point de vue de la mise en œuvre et du débat politique sur ces sujets, plein de représentations contraires. Au niveau individuel, la sobriété, c'est contraire au confort, au pouvoir d'achat, à la liberté de consommer, etc. C'est à un niveau plus collectif, contraire à des modes de vie modernes qui passent par voilà, l'accès à beaucoup de mobilité, l'accès à beaucoup de consommation, et puis c'est contraire à notre modèle économique avec l'idée que sobriété veut nécessairement dire décroissance. Et donc, quand on travaille la sobriété dans des scénarios et comme moyen de transition énergétique, il faut être capable de répondre à ces différents sujets. On en tire avec toute notre expérience 5 leçons pour faire progresser la sobriété et donc avancer dans la transition. La première, c'est que la sobriété, c'est un objet bien spécifique et précis qu'il est important de distinguer pour pouvoir l'activer. Je vais illustrer ça avec un exemple de ce qu'on appelle, nous, une chaîne énergétique, c'est-à-dire un ensemble de transformations qui met en relation une ressource, en l'occurrence, ça sera le pétrole, et un service rendu par la consommation d'énergie qui sera l'éclairage. Et vous le voyez ici, en fait, il y a à toutes les étapes dans cette chaîne des pertes quand on raffine le pétrole pour pouvoir ensuite le brûler dans une centrale électrique, livrer l'électricité au consommateur, convertir cette électricité en lumière, puisque c'est un abus de langage de dire qu'on consomme de l'électricité. En l'occurrence, on va consommer
l'énergie utile qui est la lumière produite par l'ampoule, et il se joue dans toute cette chaîne énormément de pertes. Mais souvent, on oublie la fin de la chaîne, qui est ce sur quoi on choisit, nous, de se concentrer en premier, qui est les conditions dans lesquelles on utilise nos équipements d'éclairage, nos ampoules, à la fois du point de vue de leur dimensionnement et de leur conception. Vous voyez ici des lampadaires boules qui envoient en fait l'essentiel de la lumière produite vers le ciel pour éclairer le trottoir, et un réverbère équipé d'une ampoule efficace avec un réflecteur pour éclairer le sol, mais qui, allumé en pleine journée, en fait, est en train d'utiliser de l'électricité pour ne rendre aucun service. Et donc, c'est vraiment ça le fondement de notre approche, c'est de dire les services que nous rend la consommation d'énergie, ce qu'on appelle les services énergétiques, sont au cœur du système énergétique, sont sa raison d'être. Et donc, pour commencer par transformer le système énergétique, il faut s'interroger d'abord sur, individuellement et collectivement, sur ces services énergétiques, sur les conditions dans lesquelles on se sert de l'énergie pour se chauffer, se déplacer, cuire nos aliments, faire fonctionner des machines, etc. Et donc, c'est ça qu'on va appeler la sobriété, et c'est cette première étape qui va permettre ensuite, en remontant la chaîne, d'être plus efficace, d'appliquer des, des systèmes plus performants pour réduire les pertes. Et le point clé, c'est que ce travail en sobriété et efficacité est indispensable pour réduire la quantité de ressources dont on a besoin, et donc pour faire en sorte que l'on puisse en fait faire de la substitution entre les énergies, et donc éliminer les énergies fossiles, plutôt que de l'addition qui a été jusqu'ici toute l'histoire de l'humanité. En fait, on développe encore aujourd'hui les énergies renouvelables en les ajoutant aux énergies fossiles plutôt que en les remplaçant. Donc ça, c'est vraiment le premier point, et j'ai mis ici un graphique pour l'illustrer. C'est l'évolution de la consommation d'énergie liée à la, au chauffage en Allemagne. Vous voyez la courbe bleu foncé au milieu qui montre une stabilisation à peu près de cette consommation par personne, malgré la courbe verte qui montre un progrès important dans l'efficacité des systèmes de chauffage. Et en fait, pourquoi cette stabilisation? Parce que le gain en efficacité est compensé par une évolution qui est la courbe rouge sur les mètres carrés moyens par personne. Et donc, on voit que si on n'actionne pas ce levier du niveau de service, de la sobriété, en même temps que le levier de l'efficacité, on n'obtient pas la diminution des consommations d'énergie qui est nécessaire pour faire cette substitution. La deuxième leçon qu'on peut apporter, c'est le fait que quand on travaille à une modélisation où on explicite concrètement cette sobriété et les enjeux, eh bien, on peut identifier quel rôle elle peut jouer dans la transition. Et là, c'est toute l'histoire du scénario négawatt. Je reviendrai tout à l'heure sur les hypothèses de sobriété spécifiquement, mais globalement, l'approche du scénario, c'est d'explorer la mise en œuvre de ce triptyque sobriété, efficacité, renouvelable à l'échelle de la France et à l'horizon 2050. En sobriété, donc on a tous ces leviers de redimensionnement des services rendus. L'efficacité, je vais en parler un peu plus maintenant, consiste à améliorer la performance de nos véhicules, à améliorer la performance de nos bâtiments. Et il y a notamment un enjeu central de rénovation complète, performante de tout notre parc de logements et notre parc tertiaire. Et les renouvelables viennent en fait remplacer les énergies fossiles et, dans notre scénario, le nucléaire, en jouant sur leur complémentarité, à la fois les renouvelables venant de la biomasse, le bois énergie ou le biogaz, et les renouvelables électriques, en exploitant notamment tous les progrès des nouvelles renouvelables électriques que sont l'éolien et le photovoltaïque. Et l'ensemble de ces actions, en fait, permet, par rapport à une situation actuelle où la part des renouvelables dans la consommation française d'énergie reste très faible, de réduire d'un côté de moitié nos besoins en ressources énergétiques en actionnant de la sobriété et de l'efficacité, la sobriété jouant à peu près pour 20% et l'efficacité pour 30%. Et en développant les énergies renouvelables, on arrive en 2050 à 100% de fourniture de nos besoins par des énergies renouvelables, donc sans recourir aux énergies fossiles, et sans avoir besoin de lancer de nouveaux réacteurs qui devraient être disponibles à cette échéance. Donc ça, c'est la philosophie générale du scénario. Euh,
Anne l'a dit en introduction, notre scénario ne vise pas que la neutralité carbone, il s'intéresse explicitement à l'ensemble des objectifs de développement durable et on a pu qualifier l'impact de notre scénario positivement sur chacun de ces objectifs et la sobriété en particulier est un levier majeur pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Elle contribue évidemment, à l'objectif, de d'énergie propre et abordable avec 100% d'énergie renouvelable locale. Elle contribue à l'objectif climatique avec la neutralité carbone en 2050. Elle contribue à réduire de 30% globalement notre empreinte en matières premières, ce qui est absolument non négligeable. Mais elle contribue aussi à l'atteinte d'autres objectifs écologiques ou d'objectifs sociaux. Par exemple, à réduire la pression sur la biodiversité. Elle apporte des bénéfices sur la santé, moins de pollution, plus de mobilité douce, par exemple. Elle contribue évidemment à réduire la précarité énergétique et, par son effet redistributif, à produire de la justice sociale. Elle contribue notamment par les métiers des transports en commun, les métiers de la réparation, du conseil et du service, à une création nette de 600 000 emplois à l'échelle française à travers ce scénario. Et elle contribue, par exemple, sur un objectif comme Justice et Paix, à réduire les tensions, notamment par une moindre pression sur les ressources en matériaux et en énergie à l'échelle internationale. La sobriété, au-delà, je vais passer vite sur ce point, c'est un levier clé de la transition. Elle réduit globalement le besoin en ressources et le besoin en nouvelles infrastructures et en nouveaux équipements pour éliminer et remplacer les énergies fossiles. Elle apporte plein de co-bénéfices environnementaux, co-bénéfices du point de vue de la santé que je viens d'évoquer. Et elle produit de la résilience, c'est-à-dire par rapport aux chocs, par rapport aux crises qui malheureusement deviennent notre quotidien. Elle réduit d'abord le risque de crise parce qu'elle réduit la pression initiale qui est la cause de ces chocs et elle réduit notre vulnérabilité. Et donc, au total, hein, on considère, nous, vraiment aujourd'hui que la sobriété, elle est clé non seulement pour atteindre la neutralité carbone, mais elle est clé pour rendre cette transition effective, positive et robuste. Et on pense que c'est notamment parce qu'elle présente toutes ces vertus que la sobriété est aujourd'hui de plus en plus présente non seulement dans le scénario négawatt, mais dans la plupart des scénarios. Et je vous ai mis ici le rappel des 5 grands exercices de scénarios qui structurent aujourd'hui le débat français sur la transition, tous, soit en trajectoire centrale, soit comme une de leurs principales options, considèrent explicitement le rôle de la sobriété. Et c'est un vrai progrès par rapport à ce qu'on connaissait il y a encore quelques années. J'ai, de la même manière, mis des éléments sur, les scénarios, mondiaux. Je ne vais pas, insister, là-dessus. Simplement, je vais rappeler que le GIEC, quand il a, regardé quels scénarios permettent d'atteindre, un objectif, 1,5 degré, a clairement mis en évidence que, les scénarios qui, activent ce levier, d'une maîtrise de la demande, d'une sobriété au sens d'un meilleur service énergétique utilisant moins de ressources, c'est notamment, le scénario P1 et dans une certaine mesure P2, les scénarios qui permettent le mieux d'atteindre les objectifs climatiques en nous exposant le moins à des risques technologiques. Et dans son dernier rapport d'avancement, le GIEC insiste vraiment de façon forte sur le rôle de la sobriété, le rôle de politique de la demande, en considérant qu'elles ont un potentiel de réduction de 40 à 70% supplémentaires par rapport aux politiques annoncées aujourd'hui par les gouvernements. Heu, le Tous ces éléments me conduisent à, la troisième leçon qui est, importante pour, débattre, de ces sujets, qui est de constater que, les citoyens, en fait, sont prêts à, cette sobriété et en sont, en tout cas dans notre pays, relativement, demandeurs. Je vais, juste, illustrer ça par, d'abord le fait que la sobriété a vraiment, fait irruption dans notre débat public. On a eu, par exemple, une tribune comme celle-là des 3 principaux, patrons, de grandes entreprises énergétiques françaises appelant, à une sobriété d'urgence. On a eu des unes comme cette une du Monde, le défi de la sobriété pour répondre à l'urgence climatique. Cette une de l'Obs qu'on a trouvé à Négawatt formidable parce qu'elle relie l'enjeu de sobriété à nos valeurs fondamentales de liberté et d'égalité en disant qu'elle est clé pour préserver, ces fondamentaux et puis, on a, un retour d'expérience maintenant, sur, la manière dont les citoyens vivent des solutions de sobriété. D'abord,
c'est illustré par ce schéma. Et ça, c'est un travail qu'on a regardé notamment dans le cadre de notre scénario européen. Les citoyens sont tout à fait preneurs de solutions de sobriété. Et par exemple, les gens qui font du vélo à Copenhague le font, non pas parce qu'ils ont une conscience environnementale très forte, c'est seulement la 6e raison pour laquelle ils déclarent faire du vélo, c'est parce que c'est plus rapide, plus facile, ça permet de faire de l'exercice, c'est plus pratique et c'est plus économique parce que les conditions ont été mises en œuvre à Copenhague pour que ce soit comme cela. Ici, on a un graphique qui montre la part des solutions de sobriété dans les politiques nationales, c'est les petits traits en bleu foncé, et la part de sobriété dans les exercices d'assemblée citoyenne, comme notre Convention citoyenne pour le climat en France. Et on voit que les citoyens ont une appétence beaucoup plus grande pour la sobriété que les gouvernements et que les politiques ne veulent le croire. Il y a 3 conditions qu'on constate pour ça. Et ça fera le lien aussi avec la présentation et la discussion suivante. La première, c'est il faut montrer l'éco-bénéfice. Il faut donner accès à des alternatives, il ne faut pas que ce soit punitif, et il faut apporter des réponses sur la justice sociale que produisent ces options, de sobriété. Mais on a aujourd'hui tous les éléments pour créer, ce narratif et ça m'amène à la 4e, leçon qui est que quand on pose cet enjeu de sobriété, ben, on arrive très vite à à un levier puissant et concret pour repenser l'économie dans une perspective d'activité soutenable et de justice sociale. Et là, on s'appuie beaucoup, nous, aujourd'hui, sur la définition que donne le GIEC de la sobriété, qui est bien sûr un moyen d'éviter la demande d'énergie et d'autres ressources, mais point important, en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. Et ça renvoie notamment, pour ceux qui connaissent cette théorie, à ce qu'on appelle l'économie du donut, c'est-à-dire une économie qui cherche à se situer entre le plafond des limites environnementales et le plancher des conditions de vie décentes. Et c'est vraiment de cette manière qu'on essaye aujourd'hui à Négawatt de penser nos hypothèses de sobriété. Ça renvoie d'abord à la notion d'assurer, dans ces limites collectives, une meilleure distribution de l'accès aux services. Et là, on voit à quel point on entre dans une logique, disons, démocratique. C'est pas aux experts de décréter ça, c'est aux citoyens, à la collectivité de définir ces limites et ces conditions d'accès aux services. Et puis ça renvoie, deuxième grand sujet, à la question de l'évolution économique. Et à Négawatt, on a beaucoup été interpellé sur cette question du lien sobriété, croissance, décroissance. On ne rentre pas du tout dans ce débat, puisque la croissance est mesurée par un indicateur, le PIB, qui est à peu près aveugle aux bénéfices que peut apporter la sobriété. Mais nous, ce qu'on soutient, c'est qu'il faut en fait que l'économie apprenne à aligner la création de valeur avec la protection et le partage des ressources, plutôt que la prédation et destruction. Et j'ai noté tout à l'heure que ces 3 mots, protection, prédation et destruction, figuraient dans la prière introductive, et j'y vois évidemment là aussi un lien fort. Euh, le, enfin, cette question de la convergence et de la redistribution de l'accès aux services, on l'a travaillé au-delà de notre scénario français dans un scénario européen qui est un scénario de neutralité carbone construit avec des partenaires. Je vous le montre parce que cette perspective européenne, elle nous a obligés à sortir un peu de notre confort de vision française en nous interrogeant par exemple sur ce que voulait dire notre hypothèse de stabiliser les mètres carrés de logement par personne quand on l'a projeté en Europe et qu'on l'a confronté au fait que en Roumanie ou en Bulgarie, par exemple, on est aujourd'hui à un niveau un tiers plus bas que le niveau français. Et donc, on a travaillé à ce qu'on a appelé des corridors de convergence, c'est-à-dire qu'on a défini ensemble sur des indicateurs comme la distance parcourue chaque année par les habitants dans chaque pays ou les mètres carrés de logement. On a défini ces 2 seuils que vous voyez ici, minimum et maximum, qui correspondent à ces limites, plancher social, plafond planétaire. Et on a travaillé à des trajectoires qui convergent en moyenne par rapport à ces indicateurs. Et ça nous a semblé très vertueux. Et évidemment, je l'ai mis ici parce que cette vision qu'on a travaillée à l'échelle européenne est encore plus importante à travailler quand on projette l'enjeu de sobriété de la façon positive dont on essaye de le faire à l'échelle internationale où les inégalités sont malheureusement bien plus grandes. Je vais, non, je vais pas passer pas expliciter ce diaporama. C'est juste une illustration de ce que peut vouloir dire repenser l'économie autour d'une économie de services plutôt que de production de biens.
et vous pourrez le redécouvrir. Je vais finir sur ma cinquième leçon qui porte sur le fait que quand on explicite la sobriété et qu'on la travaille de la manière dont je viens de l'évoquer, eh bien, assez vite, on peut identifier des leviers concrets, des politiques et mesures ou des stratégies d'entreprise qui permettent justement de penser ce qu'on appelle à Négawatt une offre de sobriété, c'est-à-dire une évolution des infrastructures, des modèles d'affaires, d'entreprises et cetera, qui met les consommateurs et les citoyens dans des conditions de, mise de comportement, plus sobre et qui ne les renvoie pas à une espèce de responsabilité et de culpabilité, individuelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est que, il y a, plein de leviers de sobriété et plein de politiques pour, les appliquer. On a, à Négawatt, on identifie une sobriété qu'on appelle servicielle, où on va jouer sur, le niveau d'utilisation de ce qui existe. Ça peut être l'extinction, d'appareils en veille, ça peut être, la, vitesse à laquelle, on circule. C'est des choses qui restent assez, à la main, des consommateurs. Mais on va aussi aller sur une sobriété de dimensionnement. C'est nos équipements, mais c'est aussi le dimensionnement de nos véhicules qui sont de plus en plus gros de manière absurde, les surfaces de bâtiments et là, on voit bien que, il faut une intervention, collective et de politique publique. Puis dernier, levier, de la sobriété en termes d'organisation. Là, on va mutualiser des équipements, on va mutualiser des espaces, on va faire du coworking, on va, peut-être mutualiser des espaces, de buanderie ou des espaces à vivre ou des chambres d'amis, dans du logement collectif. On va faire du covoiturage, du, transport collectif et on va faire aussi de l'aménagement du territoire pour faire l'inverse de ce qu'on a fait, depuis des dizaines d'années dans un pays comme le nôtre, où on a allongé, continuellement les distances à parcourir et où on s'est rendu de plus en plus dépendant de la voiture pour ça, en resserrant, en remaillant, le territoire en termes de services, de commerce et d'activités. Les politiques et mesures peuvent jouer à tous les niveaux classiques, depuis, l'incitation, la régulation des marchés, les normes et les, investissements, dans des infrastructures et ça fonctionne en fait. Ça n'a pas de raison de fonctionner différemment de, ce qu'on sait faire dans d'autres domaines et la bonne nouvelle, hein, c'est que, je le disais, il existe aujourd'hui vraiment des centaines de politiques et mesures applicables dans le domaine de la sobriété qui sont recensées. Je finis, avec deux illustrations. La première, c'est la sobriété à court terme. Ça, c'est ce que j'ai appelé la sobriété servicielle et vous avez ici, une magnifique infographie par Libération de l'ensemble des, proposition que Negawatt a fait, l'an dernier dans le cadre du plan de sobriété, du gouvernement, sur, voilà, des moyens vraiment de réduire très vite nos consommations pour ceux qui le peuvent. C'est-à-dire que, par exemple, on a, considéré la réduction des températures de chauffage, mais en considérant que des personnes précaires ou des personnes vulnérables ne pouvaient pas appliquer, une telle mesure et vous voyez ici que le gisement, en fait, de ces actions à très court terme est, en fait, considérable et on l'a, estimé à pratiquement 20 des consommations, d'énergie, dans, le bâtiment et c'est, ce que le plan de sobriété du gouvernement a montré qu'on pouvait effectivement activer avec de la sensibilisation. Le deuxième niveau, évidemment, c'est de la sobriété à plus long terme, plus structurelle, hein. Et là, je vous ai, listé les différentes, les principales hypothèses de sobriété du scénario. On a, d'abord, du côté du bâtiment, des hypothèses essentiellement sur la stabilisation des mètres carrés, je l'ai dit, ça veut dire, encourager, par exemple, des politiques de cohabitation, de colocation, d'étudiants. On a une stabilisation de la part de maisons individuelles et de logements collectifs, ce qui veut dire qu'on fait plus de logements collectifs à partir d'aujourd'hui, dans, le neuf. Le développement du télétravail, et puis, évidemment, des enjeux sur, le dimensionnement, les taux d'équipement et l'utilisation raisonnable de tous nos équipements dans les logements et dans le résidentiel. En mobilité, l'hypothèse centrale, c'est peut-être la diminution des distances parcourues d'environ 15 à travers ce meilleur aménagement, du territoire. Il y a du report modal évidemment, il y a, de l'augmentation du taux d'occupation, nos voitures, en heure de pointe, trimballent à peu près 60 millions de sièges vides sur les routes, donc il y a un potentiel énorme de ce côté-là et puis, on agit aussi sur, l'industrie, sur les quantités de biens, ce qui réduit, les tonnages transportés, dans le fret. On, agit sur, des produits plus durables, plus réparables sur, l'augmentation, des taux, de recyclage et dans le domaine alimentaire, sur une réduction des gaspillages et sur une évolution vers une alimentation, moins carnée et donc tout ça a aussi un potentiel très important, le potentiel que j'évoquais tout à l'heure de réduction de nos consommations.
Voilà, je vous montre juste, mais j'ai dépassé, je crois, mon temps déjà, deux illustrations qui indiquent comment, à partir d'indicateurs globaux comme les mètres carrés par habitant ou les kilomètres parcourus, on peut en fait aller chercher différents facteurs et différents leviers et des politiques très concrètes sur, la conception de l'habitat, sur, l'encouragement, à occuper, des logements vacants aujourd'hui, sur, les espaces verts autour des habitats ou, en matière de mobilité, des choses aussi diverses que, les taxes sur, les, déplacements, la création d'infrastructures, cyclistes ou, une meilleure sécurité dans les transports collectifs pour les rendre, plus désirables. Voilà, j'en finis là. Pardon, j'ai été, je crois, un peu long, mais je tenais vraiment à vous livrer, l'ensemble de nos réflexions aujourd'hui, à la fois du point de vue technique, mais aussi, du point de vue de la perspective, politique. Merci en tout cas de votre attention. Un grand merci à vous. On va prendre quelques questions. Moi, je suis toujours émerveillée de voir le sérieux. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disaient que c'était du vocabulaire des fois un peu difficile parce que il y a un vrai travail technique sur le sujet. Mmh. Est-ce que, voilà, enfin, très rapidement, enfin, on peut confirmer une chose. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui, en France, c'est possible de faire sans les énergies fossiles en ayant examiné tous ces paramètres, toutes ces situations? Oui, ça peut fonctionner sans les énergies fossiles. Bah, oui, oui, c'est alors les énergies fossiles n'apparaissaient pas en tant que telles, dans mes diapos, mais quand on passe à 100 d'énergie renouvelable, c'est qu'on a éliminé totalement, les énergies fossiles et le scénario négawatt montre non seulement qu'on peut se passer des énergies fossiles, mais qu'on peut le faire à un rythme compatible avec notre budget carbone. Parce que, c'est, tout l'enjeu, de la lutte contre le changement climatique, hein. C'est, non seulement d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité, c'est-à-dire pas plus d'émissions résiduelles en 2050 que ce que, nos sols peuvent absorber et ça, le scénario négawatt, y arrive bien sûr, mais c'est aussi, le cumul d'émissions entre aujourd'hui et 2050 qui va peser, de manière avec une certaine inertie sur le changement climatique et donc dans le scénario, par exemple, on élimine beaucoup plus rapidement le charbon qui est le plus polluant en termes d'émissions, de gaz à effet de serre. On élimine, rapidement, le pétrole avec un gros travail que j'ai, évoqué sur la mobilité et on sort effectivement complètement des énergies fossiles. Notre, travail à l'échelle européenne montre que c'est également possible à l'échelle européenne. On a un scénario de neutralité carbone encore plus rapide en 2045 et notre, conviction, c'est que c'est possible également à l'échelle, mondiale et puis, j'ai évoqué les objectifs de développement durable. Notre conviction, c'est aussi que les leviers qu'actionne le scénario et en particulier la sobriété, sont les leviers les plus pertinents pour atteindre cette neutralité carbone d'une façon la plus positive possible sur l'ensemble des objectifs de développement soutenable, les autres enjeux écologiques, le maintien d'une certaine, dynamique économique et un gros travail sur les inégalités et la justice sociale. Oui, donc une autre manière de parler de la sobriété, ça pourrait être de dire que si on arrête de gaspiller toute l'énergie qu'on gaspille, on sait faire avec, avec les renouvelables, en Mmh. revenant sur un besoin qui serait un juste besoin par rapport à ce dont on a et pas des choses faramineuses. Oui, oui, en fait, vraiment la clé de notre approche sur la sobriété, c'est que c'est pas de la restriction, c'est pas, de la, contrainte, c'est juste l'application d'une intelligence sur l'utilisation de l'énergie. Donc c'est, l'élimination à court terme des gaspillages avec, le surchauffage, la surconsommation, de biens, et cetera, la des leviers très importants de ce côté-là et l'élimination à long terme par des leviers plus structurels, hein, de gaspillage d'énergie comme peut l'être, la consommation, de carburant pour, encore une fois, des distances de plus en plus grandes, sur notre territoire. Je vous donne juste un chiffre qui, moi, quand je l'ai découvert il y a pas longtemps, m'a donné le vertige. Dans les années 70, les Français vivaient en moyenne à, 3 kilomètres de leur lieu de travail. Aujourd'hui, c'est plus de 15 kilomètres. Ça dit tout de la dépendance croissante dans laquelle on s'est mise vis-à-vis, de l'automobile, parce qu'évidemment, de moins en moins de Français peuvent couvrir cette distance par des mobilités douces ou par des transports, en commun et donc voilà, revenir à des fondamentaux et revenir à des, modes de consommation
qui ne sont pas de la restriction, mais qui sont plus intelligents, recèlent aujourd'hui un potentiel énorme compte tenu du niveau de gaspillage dont on est totalement inconscient dans notre fonctionnement. On a eu des questions, c'est des questions qui reviennent souvent par rapport au nucléaire. Mhm. Est-ce que c'est possible de faire sans le nucléaire? Parce que ça paraît quelque chose, voilà, c'est décarboné, donc ce serait quelque chose à promouvoir. Voilà. Est-ce que, voilà, dans votre analyse, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, du nucléaire pour couvrir les besoins en Non, non, France? non, on n'en a pas besoin. Et de notre point de vue, c'est vraiment à la fois possible et très important. C'est possible au sens où on l'a modélisé de façon détaillée dans notre scénario, mais beaucoup d'autres exercices le font. On sait aujourd'hui imaginer un système électrique fonctionnant avec 100% d'énergie renouvelable, avec les solutions de flexibilité sur la demande, sur le stockage d'énergie qui le rendent possible. Et Negawatt le dit, mais en France, des acteurs institutionnels comme RTE, qui est le gestionnaire du système électrique et qui produit des scénarios avec une obligation réglementaire que ces scénarios soient conformes à des critères de sécurité électrique, dit que c'est possible. L'ADEME, qui est l'agence de la maîtrise de l'énergie et de la transition énergétique, dit également que c'est possible et de nombreux acteurs à l'échelle internationale le font. Donc aujourd'hui, on sait qu'on peut faire avec 100% de renouvelables à 2050 et qu'il n'y a donc pas besoin de réinvestir dans de nouveaux réacteurs. On sait aussi que à terme, ce système 100% renouvelable, il est moins coûteux qu'un système avec des réacteurs, surtout si on intègre le coût potentiel du risque d'accident et le coût potentiel et le coût réel à long terme de la gestion des déchets. Et ça me renvoie aux risques spécifiques du nucléaire, qui sont la deuxième raison pour laquelle il nous semble nécessaire de ne pas s'engager dans cette dimension. C'est que le nucléaire, c'est un facteur de risque pour les territoires, c'est un facteur de transfert inévitable de charges euh, aux générations futures, et c'est un risque géopolitique. Et sur ce point, il faut souligner que on a un prisme, je vois dans les commentaires qu'on est sauvé par 75% d'énergie nucléaire, on a un prisme français très spécifique. Le nucléaire, dans son histoire dans le monde, n'a jamais fourni plus de 3% de la consommation totale d'énergie finale. Jamais plus de 3% en 70 ans. Et il y a des raisons très claires à cette limitation, qui sont celles que je viens d'évoquer, et notamment la raison géopolitique, c'est-à-dire le risque, si on développe beaucoup le nucléaire, de ce qu'on appelle la prolifération, c'est-à-dire un détournement pour des raisons militaires. Euh, et donc, de notre point de vue, dans une perspective mondiale, le nucléaire est pratiquement hors sujet, parce que le développer à un point qui joue un rôle fondamental serait beaucoup plus lent et beaucoup plus coûteux et beaucoup plus risqué que ce que font dès aujourd'hui, avec leur rythme de développement, les énergies renouvelables, et renvoie en fait à un monde géopolitique qui est un monde beaucoup moins désirable qu'un monde s'appuyant sur les énergies renouvelables, où ces enjeux de prédation de ressources et ces enjeux de protection de technologies ont beaucoup moins cours. Et juste pour répondre sur 75% d'électricité nucléaire et sur l'allusion à la Russie, deux choses. On a connu l'an dernier une panne qui a mis hors service de façon totalement imprévisible à peu près 15% de notre capacité de production, c'est-à-dire l'ensemble des réacteurs qui ont été touchés par un problème de corrosion sous contrainte. On a passé l'hiver grâce aux efforts de sobriété et parce que l'hiver a été doux. On ne l'aurait pas passé sans blackout sinon. Dans un système 100% renouvelable, il n'existe pas un scénario où on est confronté à un tel aléa. Donc, quand on soutient que le nucléaire, c'est la sécurité électrique, il faut remettre les choses en perspective. La deuxième chose sur la Russie. Aujourd'hui, 25% de l'uranium enrichi utilisé en Europe est fourni par Rosatom, le complexe nucléaire, militaire et civil russe. Et Rosatom est l'acteur le plus actif pour le déploiement du nucléaire dans le monde. 25% des réacteurs, 85% des réacteurs actuellement construits en exportation dans le monde le sont par la Russie. Et donc, si on veut mettre les choses en perspective du point de vue géopolitique,
l'appel d'air à développer le nucléaire aujourd'hui dans le monde pour répondre au changement climatique, il est inutile pour le climat, il est très utile au soft power de Poutine. Et alors là, malheureusement, on a déjà mangé beaucoup sur notre temps. Est-ce que juste en 3 phrases, vous pourriez répondre à une question qui est beaucoup revenue sur qu'est-ce qu'on fait avec les énergies renouvelables qui sont intermittentes, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vent pour faire tourner les éoliennes, est-ce qu'on a encore de l'électricité? Et ben, en fait, la réponse, c'est que, je sais dès aujourd'hui quel niveau d'ensoleillement il y aura, à 23h, le 13 décembre, 2047. Ça sera 0. Et je sais, des semaines avant si, je vais avoir une période sans vent. Autrement dit, les renouvelables, elles ne sont pas intermittentes, elles sont variables, mais cette variabilité a une énorme qualité qui est d'être prévisible. Et ça veut dire que, on sait aujourd'hui mettre en face de cette variabilité, des, moyens de flexibilité de la demande, des systèmes de recharge ou de déplacement, d'un certain nombre de consommations et des moyens de stockage à différentes échelles, depuis les batteries jusqu'à, des stockages, intersaisonniers qui permettent vraiment, je le redis, dans des scénarios de très nombreux organismes, de, garantir la faisabilité d'un système électrique 100 renouvelable. On ne doit plus avoir scientifiquement et techniquement de doute sur cette question. Voilà, il y a peut-être encore des questions, mais peut-être que si vous Je vais pouvez y répondre répondre je vais y répondre dans le dans le chat. chat, voilà, Je vous pour propose pouvoir de faire passer ça, oui. la parole Bien sûr. à Pardon, Daphné, encore une qui fois a d'avoir été, été, du coup, d'avoir été long. qui a été très patiente, mais c'est vrai que c'était tout à fait passionnant et je pense que c'était bien de prendre le temps de répondre à ces questions-là aussi. Voilà, donc pour poursuivre en présentant la deuxième partie, donc on a parlé de ces impacts et de ce côté technique, mais on sait aussi que la crise climatique est un problème social global. Donc ça, c'est à nouveau une citation du pape François, qui est intimement liée à la dignité de la vie humaine. Les effets du changement climatique sont supportés par les personnes les plus vulnérables, que ce soit chez elles ou dans le monde entier. Il ne s'agit plus d'une question secondaire ou idéologique, mais d'un drame qui nuit à tout le monde. Et c'est pour aborder cette question-là, et cette question de comment ça peut impacter les personnes les plus pauvres. Donc, on a invité Daphné Chamard-Terlin, que je remercie beaucoup pour sa présence et pour sa patience. On a pris déjà un petit peu de retard. Elle travaille au Secours catholique sur la mobilité inclusive et durable, avec une expérience antérieure sur ces sujets-là qui l'a fait arriver au Secours catholique avec beaucoup de compétences sur le sujet. Et elle travaille aussi sur la transition écologique juste, parce que la transition écologique, c'est un sujet sur lequel le Secours catholique travaille depuis longtemps, et son lien avec les personnes les plus pauvres donne aussi ce côté très ancré dans le réel et dans les problématiques sociales qu'on peut rencontrer en France. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Daphné. Merci beaucoup d'être présente avec nous. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup Anne et puis merci pour l'invitation. Donc moi aussi je vais vous partager mon écran. Hop, je vais vous le mettre en grand. Voilà. Donc effectivement, moi mon objectif aujourd'hui c'est d'essayer de vous partager 2 points qui nous sont chers. Premièrement, de se dire qu'en fait, retarder la transition au nom des plus précaires, c'est finalement pas un argument qui est valable parce qu'on sait que les plus précaires sont les plus touchés par les conséquences de l'utilisation des énergies fossiles, tant à cause des conséquences du changement climatique, mais aussi par la dépendance actuelle dans laquelle cela nous enferme. Et je pense que ce sera complémentaire de tout ce que on vient de se partager. Et puis aussi que, en fait, ce besoin de sortie des énergies fossiles, c'est pour nous aussi l'occasion de construire une société qui est plus juste, qui vise à réduire les inégalités et plus fraternelle aussi, parce que c'est aussi ce qu'on vise au secours catholique. Alors voilà, donc dans un premier temps, comme le présentait le diapo de Dan, l'idée, mais vous le savez probablement, mais c'est vraiment de pouvoir là l'étayer sur des chiffres, c'est de se rappeler qu'en fait aujourd'hui dans le monde, et on le verra aussi en France, les plus précaires, ce sont les personnes qui sont les plus impactées par le changement climatique. Et ça, c'est vraiment un point fondamental parce que
Au Secours catholique, vous nous connaissez pour être investis sur la lutte contre les causes de la pauvreté. Mais en fait, de fait, si notre raison d'être, c'est cette lutte contre les causes de la pauvreté, alors il faut aussi qu'on agisse sur les conséquences du changement climatique et ses origines. Alors, je commence par quelque chose de pas très positif, mais on va essayer quand même d'aller vers de l'espérance au fur et à mesure. Le graphique que vous pouvez voir, donc il est issu des travaux du GIEC et montre le nombre de jours par an où les personnes seront exposées à un risque mortel lié aux conditions de température et d'humidité selon l'évolution, en fait, l'augmentation de la température sur Terre. Et donc, on voit clairement que c'est bien les pays les plus vulnérables qui seront le plus impactés par ces risques mortels pour les personnes. Ça, c'est dans un futur qu'on espère très éloigné, voire pas du tout réaliste avec les 4 degrés. Mais c'est aussi des choses qui sont déjà dans la réalité. On a vraiment une aggravation de la pauvreté et des conséquences, puisque le rapport du GIEC nous rappelait que dans les pays très vulnérables, la mortalité due aux sécheresses et aux tempêtes et aux inondations a été jusqu'à 15 fois plus élevée que dans les pays faiblement vulnérables sur les 10 dernières années. Donc c'est déjà une réalité. Plus de 91% des décès des suites des conditions climatiques ou autres se sont produits dans ces pays en développement. En plus de ces effets sur la santé, il faut bien aussi prendre en compte que les effets de l'utilisation des énergies fossiles et donc les conséquences du changement climatique, c'est aussi des risques sur l'économie et sur la résilience alimentaire de ces populations. Et de la même façon, là, vous pouvez voir sur cette carte en petit que pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, donc à chaque degré supplémentaire, eh bien, c'est des risques pour la production alimentaire qui vont s'aggraver, tant sur la production agricole que sur la pêche. Un autre point aussi qui est important à souligner sur en fait, les conséquences de nos modes de vie actuels, c'est aussi sur les enjeux de migration. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais voilà, se dire qu'en fait, on a des personnes qui sont obligées de quitter leur terre parce qu'elles ne peuvent plus y vivre. On a fait récemment une étude avec nos partenaires internationaux, notamment dans différents pays, notamment au Bangladesh, en partant bien sûr du terrain, parce que c'est aussi voilà, ce que veut vivre le secours, c'est de partir de la parole des plus précaires. Et 70% des familles qu'on a rencontrées dans la région ont un membre qui a migré. Je vous ai mis une petite citation du chercheur et du président de l'ONG locale qui nous explique bien en fait la situation de manière très concrète. Voilà, donc tout ceci a des effets dévastateurs sur la vie des Bangladais, en particulier pour les agriculteurs qui sont privés de récolte. Prenons l'exemple de la saison des pluies censée arriver en juin. De plus en plus souvent, les pluies tombent en août et de manière violente, saccageant les récoltes. De même, les cyclones détruisent les maisons et les parcelles des communautés. Donc en fait, on voit bien qu'on a un enjeu collectif au nom de la lutte contre la pauvreté à l'international à agir. Mais cette situation, elle est aussi dès maintenant valable en France. Au Secours catholique, on a une équipe qui s'appelle l'équipe Urgence France qui intervient dans le cadre de postes d'urgence, donc c'est-à-dire quand il y a eu des catastrophes naturelles. Ce que nous rapporte cette équipe, pour vous le dire de manière un peu synthétique, c'est que finalement, on va toujours intervenir sur le même type de catastrophe naturelle dont on a un peu l'habitude. Enfin, en tout cas, certains territoires ont plus l'habitude, que ce soit des séismes, des tempêtes, des inondations ou des incendies. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que c'est des phénomènes qui sont de plus en plus forts, qui sont de plus en plus destructeurs. Ça, on le voit hein, dans les médias. C'est des situations qui sont de plus en plus graves, comme à Mayotte, où la situation est particulièrement catastrophique en termes d'accès à l'eau. Et surtout, c'est des nouveaux territoires qui sont touchés. Là, avant, où on avait des délégations, donc des délégations, c'est les équipes départementales au Secours catholique qui avaient un peu l'habitude de faire face à ces catastrophes dans certains territoires. Voilà, on a un peu l'habitude dans le sud-est, etc. En fait, là, on a des nouveaux territoires qui sont touchés par ces catastrophes naturelles. Je vous ai mis l'exemple de la Savoie, le Pas-de-Calais qui est très récent. En Bretagne, quand on habitait sur le bord de mer, on avait un peu l'habitude. Enfin, bon, là, aujourd'hui, c'est l'intérieur des terres en Bretagne qui est touché. Et donc, ça crée des populations qui sont encore plus désemparées et qui sont de plus en plus vulnérables. Et ce qu'on observe, c'est que des personnes qui étaient sur le fil tombent dans la précarité
Et donc, on a des nouvelles populations qui sont accompagnées par le secours, qui ne l'étaient pas avant et qui se retrouvent aujourd'hui accompagnées par le secours à cause de ces phénomènes climatiques extrêmes. Je voulais aussi citer le cas des pollutions. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'extraction minière, que ce soit en tout cas sur la pollution des sols, la pollution de l'eau ou la pollution de l'air. Différentes études montrent bien que c'est les plus précaires qui sont les plus impactés par ces populations-là, ces pollutions-là, et que surtout, les plus précaires sont les plus exposés. Donc, il y a ce double niveau, c'est-à-dire qu'on est plus exposé et en plus, on est plus vulnérable, on a moins de capacité et notre organisme est plus touché. Par exemple, sur la pollution de l'air, on sait que les plus précaires sont plus vulnérables à cette pollution de l'air. Je vous ai mis quelques exemples, pas trop pour se déprimer, mais voilà, pour se dire que c'est une réalité aussi. La première étant sur la question de l'extraction minière. On pense souvent à la Guyane, en fait, avec toutes ces pratiques d'extractivisme autour de l'or. Mais on a aussi en France, par exemple, en Aude-Roussillon, la vallée de l'Orbiel, où il y a eu énormément d'extraction minière. Et aujourd'hui, avec les inondations, en fait, toute la pollution du sol remonte et ça a des conséquences très, très fortes sur la santé, notamment des enfants. Or, sur ce territoire-là, il n'y a plus que les plus précaires qui s'y logent parce que, en fait, ils n'ont pas d'autre moyen de se loger ailleurs, que le foncier est tellement cher que c'est que les populations pauvres qui y restent et donc c'est leur santé qui en pâtit. Donc, on voit bien que les communautés vulnérables, elles sont affectées de manière disproportionnée. Dans le monde, le GIEC estime qu'il y aura plus de 3 milliards de personnes qui vivront dans des contextes de vulnérabilité élevée, au changement climatique. Et vous le savez, la problématique de ce point-là, c'est surtout que ces communautés-là ne sont pas les plus responsables du changement climatique. Le graphique ici présente bien, vous voyez l'indice de vulnérabilité moyenne par pays. Et puis sur cet axe-là, où vous avez l'axe des abscisses, vous avez les émissions par personne et par pays. Et donc, bien souvent, les pays qui ont le moins contribué au changement climatique, de par l'utilisation des énergies fossiles notamment, sont pourtant les pays qui seront les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. Et donc, au nom de cette double peine, au nom de la lutte contre la pauvreté, il nous semble vraiment fondamental de bien penser qu'on doit agir pour ce monde beaucoup moins dépendant des énergies fossiles. Une carte qui me semble intéressante et qui est assez parlante, vous l'avez probablement vu, c'est une infographie qui a été faite, qui montre, donc là, vous voyez sur cette carte, les émissions cumulées par les pays en termes de gaz à effet de serre, de CO2 particulièrement. Donc, on voit en rouge les pays qui émettent le plus et qui dépassent par rapport en fait à la limite qu'on devrait respecter pour respecter l'accord de Paris. Et puis en vert, ceux qui ne le dépassent pas. Et de l'autre côté, cette carte qui nous montre les pays qui sont les plus vulnérables. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, mis côte à côte, ces deux cartes montrent bien cette injustice climatique et sociale auquel aujourd'hui on fait face. Je vous ai remis quelques chiffres aussi du rapport Oxfam dont on entend beaucoup parler aussi, qui nous donne d'autres éléments sur le fait que les plus riches sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO2 cumulées. Et donc, ça rentre bien dans ce qu'on explique ici. En France, c'est aussi une réalité, alors à prendre avec des pincettes, puisqu'on sait qu'il y a des différences selon les territoires, mais globalement, les ménages les plus pauvres polluent moins que les ménages les plus riches. Ça, c'est une moyenne, c'est toujours le défaut des moyennes. Sachez juste que typiquement, quand on regarde par territoire, forcément, quand on habite dans un territoire rural où on est très dépendant de la voiture, c'est-à-dire qu'on a besoin d'utiliser la voiture pour aller au travail, pour accéder aux soins, etc., forcément, on va davantage utiliser la voiture qu'un ménage peut-être du décile 4 ou 5, donc les 40-50% les moins riches ou les plus riches, l'ordre dont on va les prendre, qui va vivre en ville et qui ne va pas utiliser sa voiture, par exemple, pour aller au travail tous les jours. Bon, en tout cas, voilà, c'est en tout cas pour se montrer que on a vraiment cet enjeu à se dire qu'il faut travailler à la fois la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique parce que ce sont des sujets qui sont intrinsèquement liés. Et ça, l'ODAT aussi nous le redit
énormément. Lauda Te Deum aussi nous le rappelle. Et c'est pour nous, au Secours catholique, quelque chose qui est fondamental, de se dire, en fait, l'écologie, ce travail-là, c'est pas juste un vernis pour l'Église, c'est pas juste un vernis pour nos associations de solidarité, mais en fait, c'est bien intrinsèque à notre mission. Ce que je voulais aussi évoquer et qui est dans la continuité de ce que nous a partagé Yves, c'est aussi le fait que dès aujourd'hui, en fait, au-delà des conséquences du changement climatique, cette dépendance aux énergies fossiles, elle pose déjà des problématiques pour les plus précaires. Pour illustrer ça, et pour essayer de ne pas être trop longue, je vais partir de l'exemple de la voiture et du chauffage, de l'énergie, parce que c'est notre quotidien, hein, se déplacer et se chauffer. D'abord sur la voiture, sur le système mobilité actuel. Aujourd'hui, notre système, il est centré sur la voiture, sur l'automobile. On voit, hein, c'est le mode de transport le plus utilisé parce que c'est là où c'est le mode de transport auquel on attribue le plus de place. Or, aujourd'hui, on sait qu'on a 13 millions de personnes qui sont en précarité mobilité. Ça veut dire qu'elles ont des difficultés à se déplacer. Soit parce que sans voiture, elles ne peuvent rien faire, mais qu'elles n'ont pas l'argent, en fait, simplement, soit pour s'acheter une voiture, soit pour mettre du carburant. Soit, pour 4 millions d'entre elles, n'ont aucun mode de transport, que ce soit collectif ou individuel. La voiture, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, c'est un mode de transport qui coûte cher, qui coûte de plus en plus cher. On l'a dit aussi avec des voitures de plus en plus lourdes, de plus grosses, et donc de plus en plus chères. Et donc, ça exclut les propriétaires qui n'auraient pas les moyens de se payer la voiture. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, en France, le taux de motorisation, il est de peu près 80%, c'est-à-dire 80% des ménages ont une voiture. Quand on regarde pour les plus précaires, c'est moins de 60% d'entre eux. Or, on sait bien que dans de nombreux territoires, être sans voiture, ça signifie des renoncements aux soins, à l'emploi, aux services administratifs, aux loisirs, si tant est qu'on a le budget quand on est précaire pour ça, et ça renforce l'isolement. Et surtout, ça n'aide pas, ça ne permet pas de sortir de la précarité. Parce que bien souvent, et vous devez le vivre dans vos territoires, si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas trouver de boulot. Et donc sans travail, c'est compliqué de sortir de la précarité. Voilà, donc c'est aussi important de se dire qu'aujourd'hui, la dépendance à la voiture thermique, elle crée aussi des fractures sociales fortes et donc on a un enjeu collectif à développer des solutions alternatives à la voiture, tant par un enjeu climatique que pour un enjeu social. Sur la précarité énergétique, donc sur les enjeux d'énergie, on a à peu près le même constat. Aujourd'hui, en France, on a 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Alors, la précarité énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit des personnes ont froid chez elles l'hiver, malgré le chauffage, qu'elles puissent ou pas le mettre, soit qu'elles souffrent de la chaleur l'été à l'intérieur de leur logement, et ou qu'elles consacrent une part trop importante, très importante de leur budget pour régler les factures d'énergie. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les plus précaires, à cause de la faiblesse de leur budget, elles n'ont pas d'autre choix bien souvent que d'habiter dans des logements très énergivores que l'on nomme passoires thermiques. Et donc, sans moyen de faire de travaux ou de déménager, les occupants sont contraints de payer des factures d'électricité exorbitantes, alors même qu'elles sont déjà en difficulté financière et qu'en plus, ces factures ne leur permettent même pas d'avoir chaud chez eux. Et on a des témoignages très forts au Secours catholique où des familles nous disent voilà, je choisis entre chauffer la chambre de ma fille ou choisir de chauffer le salon. Des personnes qui renoncent à inviter des gens chez eux parce qu'ils ont honte, parce qu'il fait trop froid chez eux. Et c'est l'une des premières raisons pour lesquelles les personnes viennent aussi au Secours catholique et nous demandent des aides financières, c'est pour pouvoir payer ces factures-là. Donc on a aussi cet enjeu-là de permettre aux personnes de pouvoir utiliser les énergies de manière sobre, comme on s'est dit, et surtout efficace, sans que ça crève le budget des ménages. Donc voilà, pour nous, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on repense notre dépendance aux énergies fossiles au nom du climat, mais en fait au nom de la lutte contre la pauvreté. Et donc, cette transition écologique, elle est nécessaire, mais elle ne doit pas se faire n'importe comment. Donc, voici quelques éléments que je soumets à vos réflexions qui sont issues de nos plaidoyers, de nos remontées terrain et de ce qu'on vit. Donc, en fait, nous, on a vraiment la conviction de se dire, oui, un monde sans énergie fossile, c'est l'occasion de faire une vraie transition. Et ça peut être une opportunité pour réduire fortement les inégalités et ainsi renforcer la fraternité et la cohésion sociale. Concrètement, pourquoi on dit ça? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, si on met en place des politiques de rénovation thermique qui sont performantes, en fait, ça permet de vivre à des personnes de vivre dans des logements qui leur coûteront beaucoup moins cher en énergie.
Si on permet un accès à une alimentation plus durable pour tous, eh ben, c'est permettre aux gens de sortir de la dépendance du système d'aide alimentaire aujourd'hui qui leur permet d'accéder à des boîtes de conserve qui sont pas très satisfaisantes, tant sur le point de vue de la santé que sur le point de vue climatique. Et puis le développement de transports en commun, voilà encore un autre exemple où en fait ça permet simplement aux personnes d'accéder à leurs droits, d'accéder à l'emploi et de plus être dépendants de la voiture. Et donc vraiment, on pense que grâce à cette transition, c'est aussi une façon de contribuer à améliorer le quotidien des personnes qu'on accompagne pour un meilleur accès aux droits et des dépenses moins importantes. A contrario, aujourd'hui, il existe un risque qu'il ne faut pas négliger, c'est que la mise en place des mesures environnementales, elle ne se fasse pas au détriment des plus précaires. On l'a vu, on le voit, il y a pas mal de sujets là-dessus qui sont un peu des sujets qui sont un peu clivants, la taxe carbone par exemple, ou la restriction de circulation des vieux véhicules, avec notamment les zones à faible émission. Tout ça, on sait que c'est des mesures coercitives qui sont nécessaires d'un point de vue systémique, mais par contre, il ne faut pas qu'elles viennent rajouter, elles viennent exclure davantage les plus précaires. Il faut bien prendre en compte leurs spécificités et leurs contraintes, au risque de créer cette triple peine. Tout à l'heure, je vous parlais d'une double peine qui est de dire les plus précaires, ils sont les plus touchés par les conséquences du changement climatique, alors qu'ils n'en sont pas responsables. Et en plus, ce sont eux qui vont être les plus impactés par des mesures environnementales, enfin en tout cas des mesures dites environnementales, qui seraient en fait injustes pour elles. Donc il y a vraiment cet enjeu à être vigilant sur cette transition. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on se partageait, hein. C'est vraiment l'idée de se dire que d'une part, pour que la transition écologique elle soit juste et équitable, il faut que les efforts soient répartis en tenant compte de l'empreinte et des besoins des ressources de chacun, la juste part, que ce soit à un niveau international, mais aussi à un niveau national. Et surtout, ça doit être conduit dans cet esprit de sobriété de la part des plus grands émetteurs. Mais je ne reviens pas sur la sobriété, on en a bien parlé. Alors concrètement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un besoin de solutions qui soient systémiques, ambitieuses et collectives. Cette notion de système, c'est très présent dans l'ODAT aussi, et c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'on a besoin de mesures ambitieuses, qui soient structurelles, qui soient fortes, pas simplement des pansements, et surtout de privilégier des solutions qui sont collectives. Pour reprendre les deux exemples que je vous donnais tout à l'heure, que ce soit sur la mobilité ou la précarité énergétique, il est bien entendu que sur la mobilité, l'avenir de la mobilité, c'est pas la voiture électrique. L'électrique, c'est l'avenir de la voiture, mais la voiture n'est pas celui de la mobilité. Et ça, c'est vraiment fondamental d'avoir ça en tête. Et de la même façon, sur la précarité énergétique, il n'y a qu'une rénovation globale et performante des logements qui permettra vraiment de résoudre cette double problématique économique et écologique, puisque le secteur des bâtiments est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc des solutions qui sont globales, qui sont ambitieuses, qui sont collectives. La sobriété, c'est bon. Un autre point qui me semblait aussi important à souligner et qui nous est cher, c'est attention à ne pas tout miser sur la technologie. On a beaucoup cette tendance-là à le faire, notamment sur la mobilité. Oui, ça fait partie des sujets, hein, l'électrique, l'hydrogène, etc. Mais attention à ne pas miser que là-dessus. Et là aussi, je vous ai remis une citation de Laudato Deum qui me semble vraiment bien résumer le propos, hein, qui est voilà, de dire que chercher seulement un remède technique à chaque problème environnemental, c'est isoler les choses qui sont entrelacées dans la réalité et surtout, c'est se cacher des vraies et plus profondes questions du système mondial. Enfin, on a ce besoin pour un monde sans énergie fossile, donc je vous disais, de solutions qui sont ambitieuses, qui sont systémiques, qui sont collectives, qui misent sur la sobriété et non pas uniquement sur la technologie. Donc, c'est une vraie remise en cause de nos modes de vie. Mais c'est aussi prendre en compte que les plus précaires auront besoin d'un accompagnement renforcé, un accompagnement spécifique. Ça, c'est l'option préférentielle aussi pour les plus pauvres qui nous conduit au Secours catholique et qui nous conduit aussi en tant que chrétiens, où on se dit que voilà, pour que cette transition elle soit juste, il faut prendre en compte, il faut se mettre au pas des plus pauvres. Pour reprendre les exemples, pour rester un peu dans le concret et pas uniquement sur l'aspect philosophique, je parlais de rénovation thermique du logement tout à l'heure. On a besoin de rénovation globale, mais aujourd'hui, transformer une passoire thermique en logement décent, ça coûte entre 15 000 et 60 000 euros.
Donc, quand on est au RSA, voire moins, c'est des montants qui sont inaccessibles. Et donc, les restes à charge aujourd'hui, pour les ménages modestes ou très modestes, sont complètement délirants par rapport à leur capacité financière. Donc, on sait qu'on a besoin d'aides financières dédiées pour accompagner ces personnes-là. Des aides financières, mais aussi de l'accompagnement humain, parce que c'est compliqué de gérer tout ça. Et ça, pour nous, ça fait vraiment des plaidoyers forts que l'on peut porter. Sur l'accès à une mobilité durable, c'est pareil. Il y a ces enjeux de développer les transports collectifs, de développer, de démocratiser aussi l'utilisation du vélo. Et on sait aussi qu'à court terme, il y a un certain nombre de déplacements qui devront toujours être faits en voiture. Alors comment? Il y a l'enjeu de réduire cette dépense, ce besoin de mobilité. Et donc, c'est aussi ramener des services à proximité. Mais c'est aussi se dire comment on fait pour que les plus précaires aient accès à des véhicules plus propres, plus récents. Et ça passe aussi par des aides financières, un accompagnement et surtout tout un travail pour faire en sorte que les plus précaires aient bien accès à ces aides, ce qui est aujourd'hui un peu compliqué. Et puis au niveau mondial, c'est bien sûr réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi mettre en place des politiques qui sont respectueuses des droits humains et de la biodiversité, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a tout un tas de projets qui sont proposés, même parfois qui ont l'air vertueux sur le papier, mais qui sont en fait assez néfastes pour les populations. Je vous donne l'exemple, par exemple. Je vous donne l'exemple justement au Congo-Brazzaville, où on a des grands projets de compensation carbone, mais qui se font au détriment des terres, des personnes qui y vivent, puisqu'en fait, on leur prend leurs terres pour mettre en place ces projets-là. Et donc ça aussi, ça fait partie d'une transition écologique juste et réussie. Et enfin, un dernier point qui me semblait important, c'est vraiment cette articulation du court et du long terme, parce que là, on parle de changements systémiques, mais on sait qu'à court terme, les personnes, elles ont besoin de se déplacer, elles ont besoin de se nourrir, elles ont besoin de se chauffer, et donc il faut aussi prendre en compte que quand on est en situation de précarité, on aura peut-être besoin de passer par des échelles intermédiaires avant de pouvoir vraiment avoir accès à l'ensemble des solutions qui sont en faveur qui nous permettent vraiment de sortir des énergies fossiles. Voilà, donc en fait, en résumé, pour nous, hein, il faut vraiment se dire qu'une politique publique d'une transition écologique, donc d'un monde sans énergie fossile, ça doit être une politique publique qui est ambitieuse, qui est construite et mise en œuvre sous l'angle de la justice sociale, afin que ce soit vraiment une opportunité pour les personnes en situation de précarité de vivre dignement et qu'on soit vraiment dans cette volonté de construire ensemble et de résoudre cette crise sociale et environnementale. Et enfin, en guise d'ouverture, je voulais reprendre, donc c'est parfait Yves, parce qu'on se complète, cette théorie du donut qui vous a été parlé, dont il vous a parlé de Kate Raworth, qui nous est très chère parce qu'en fait, c'est vraiment ça ce qu'on vit. C'est de se dire, la lutte contre la pauvreté, c'est de permettre à tous d'accéder aux besoins essentiels. C'est ce plancher social dont on a tous besoin. Mais c'est un plancher social qui doit se faire en prenant en compte les limites de la planète. Et c'est vraiment cet espace sûr et juste pour l'humanité dans lequel nous, il faut qu'on s'inscrive collectivement pour vraiment permettre cette transition qui laisse personne de côté. Et ça, donc, ça nécessite un double mouvement. D'une part, de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre par la sortie des énergies fossiles, parce que c'est un enjeu de justice sociale et de lutte contre la pauvreté. Mais d'autre part, c'est aussi mettre en place des mesures nécessaires pour s'adapter face aux nouvelles contraintes environnementales en partant des besoins des plus précaires. Voilà ce que je voulais vous présenter. Excusez-moi si j'ai été un peu rapide. Je voulais, voilà, dans les grandes lignes, l'approche qui nous semble fondamentale pour se dire qu'il n'y a pas deux crises séparées, mais bien une seule et même crise, et qu'une vraie approche écologique, comme nous le rappelle Laudato aussi, elle se transforme toujours par une approche sociale. Voilà, merci. Merci beaucoup, Daphné. Et c'était très beau de conclure par cette citation de Laudato Si qui rappelle le lien entre l'approche sociale et la lutte contre la crise climatique. Alors, les questions sont toutes arrivées en même temps, forcément, donc on va essayer de synthétiser un petit peu. Il y a un peu une question autour de... Enfin, il y a une question à la fois pratique et à la fois un peu plus sur le plaidoyer, on va dire. Dans les questions pratiques, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter les transports en commun en monde rural? Est-ce que la gratuité des transports, la gratuité du bus, ce serait une solution? Voilà, c'est la problématique des transports en plus que vous connaissez bien. Comment est-ce qu'on peut faire, notamment pour les zones rurales, où c'est beaucoup plus compliqué au niveau des transports en commun?
Oui, alors le sujet, le sujet principal dans le territoire rural, c'est qu'effectivement, il y a moins de monde. Donc, du coup, c'est difficile de développer des grandes infrastructures. Et surtout, en fait, il y a très peu de financements qui sont dédiés à ça. Et donc, aujourd'hui, dans les territoires ruraux, il y a des initiatives qui sont assez intéressantes, qui sont pas du coup de calquer ce qui se passe dans le monde urbain, c'est-à-dire des métros, mais plutôt des solutions intermédiaires, par exemple comme le transport à la demande ou des navettes qui permettent de rejoindre des petites lignes, des lignes de TER. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi, c'est de rouvrir ces lignes de TER. C'est assez intéressant quand on regarde, vous pouvez chercher sur Internet la différence du maillage entre le maillage ferroviaire dans les années 1920 et aujourd'hui. On a perdu plus de 80% du réseau. Donc, l'un des enjeux, c'est plutôt de proposer des véhicules plus petits dans les territoires ruraux et plutôt à la demande, de favoriser l'intermodalité. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent autour de l'autopartage, c'est-à-dire en fait, de mettre à disposition des flottes de véhicules partagés pour vraiment utiliser la voiture uniquement quand j'en ai besoin. Ça fait partie des pistes. Et bien sûr, la tarification, la gratuité, c'est un point qui est important. On le voit, nous, il y a un taux de non-recours aux tarifications chez les plus précaires qui est assez important. Et ça peut vite devenir très cher quand on achète des tickets à l'unité. Donc, c'est important de permettre à tous d'utiliser les transports en commun du quotidien. Je ne sais pas si je réponds clairement à la question, mais en tout cas, oui, c'est une des pistes. Si, c'était très clair et très concret, donc merci beaucoup. Il y a une question aussi sur tout ce qui serait aide financière pour les solutions, parce qu'on voit que vous parlez de la rénovation des logements, les foyers vont pas être capables de prendre en charge, si c'est des foyers précaires, cette rénovation. Et d'un autre côté, l'État est déficitaire, alors comment faut-il faire? Ah bah ça c'est des choix, hein. Faut bien se dire que l'investissement dans la transition écologique, et je vous renvoie au rapport Pisani qui est sorti récemment, c'est en fait fondamental parce que plus on va attendre et plus ça va nous coûter cher. Donc de toute façon, il vaut mieux investir aujourd'hui, quitte à avoir plus de dettes que d'attendre parce que ça nous coûtera de plus en plus cher. On l'a vu l'année dernière avec la crise en Ukraine, en fait, d'être dépendant des énergies fossiles, en fait, ça aussi, c'est une dépendance pour le pays, c'est une dépendance financière. Et donc, c'est important de penser dès maintenant la sortie de cette dépendance aux énergies fossiles aussi d'un point de vue économique. Après, c'est aussi des choix. Euh, pour vous donner un exemple, vous voyez, sur l'avion, aujourd'hui, on a des exonérations fiscales qui sont très fortes, par exemple sur le kérosène, sur le billet d'avion. Et donc, l'État fait le choix de réduire des taxes et donc de réduire de l'entrée d'argent pour favoriser ce mode de transport qui est pourtant un mode de transport qui émet beaucoup de CO2. À contrario, on pourrait se dire, cet argent-là, peut-être qu'il pourrait servir à développer les transports en commun, notamment dans les territoires ruraux. Et c'est la même chose sur la précarité énergétique. En fait, il faut faire des choix de rénovation parce que, par ailleurs, le chèque énergie que met en place le gouvernement chaque année, le bouclier tarifaire, c'est aussi des milliards d'euros. Et donc, plus on continuera cette dépendance, plus on aura besoin d'un chèque énergie. Aujourd'hui, un chèque énergie, c'est 450 euros pour les ménages les plus modestes. En fait, en réalité, il devrait être porté à 700 euros. Donc, c'est des milliards d'euros pour l'État. Et donc, si vous rénovez les logements, en fait, à long terme, vous n'avez plus besoin de ces chèques énergie. Donc, pour moi, en fait, il s'agit fondamentalement de choix et de capacité à se projeter sur les coûts à long terme. Là, on a aussi des questions autour de la manière dont on peut agir, nous. Enfin, je sais que le Secours catholique a des actions de plaidoyer et vous étiez présent aussi en tant que Secours catholique à la COP. Voilà, comment est-ce on peut agir pour faire progresser ces questions au-delà de notre action individuelle? Effectivement, il y a l'action individuelle, il y a l'action politique, donc le plaidoyer, et puis en fait, il y a aussi l'action collective. Je pense que la force de l'exemple, il est aujourd'hui de plus en plus marquant. Que ce soit, tout à l'heure, je discutais avec des personnes qui travaillent sur le vélo, l'organisation de mobilisation autour du vélo ou des jardins partagés, par exemple. De plus en plus de collectivités proposent ça. En fait, c'est une façon de se mobiliser collectivement. En plus, c'est des projets qui sont aussi
qui font vivre la fraternité, mais voilà, monter un jardin partagé sur son territoire, travailler sur des paniers solidaires aussi, en lien avec des AMAP, bah, c'est une façon de faire vivre le sujet en agissant concrètement, parce qu'en fait, cette action-là, elle a un impact, et aussi en fait en portant un message qui va un peu plus loin. Et donc ça, il y a des initiatives qui peuvent exister, et en collectif, c'est aussi facteur de motivation. Ah, ça nous fait la transition avec la suite. S'il y a d'autres questions, peut-être que vous pouvez répondre dans le chat. Là, parce que je voulais passer la parole à Éloi, qui est mon collègue qui travaille au sein du mouvement Laudato Si, et qui travaille sur cette dimension du plaidoyer et cette dimension plus de l'engagement collectif. Donc, j'avais aussi une citation de Laudato Te Deum à partager. Ça arrive tout de suite. Voilà, parce que Laudato Te Deum parle de cette dimension collective en disant, voilà, toutes les individuels sont importants, aussi parce qu'ils permettent de créer une nouvelle culture, une nouvelle manière de vivre qui est contagieuse. Mais c'est important d'avoir des décisions, aussi des décisions politiques, et ça fait référence à la COP particulièrement, mais il y a aussi d'autres cadres dans lesquels il y a ces décisions politiques. Et le pape nous dit, les revendications qui émergent d'en bas partout dans le monde, où les militants des pays les plus divers s'entraident et s'accompagnent, peuvent finir par exercer une pression sur les facteurs de pouvoir. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on vit ensemble avec des personnes qui sont engagées à différents endroits de différentes manières. Et donc, j'ai passé la parole à Éloi pour qu'il nous dise un petit peu, voilà, dans la perspective du mouvement Laudato Si, voilà, comment est-ce qu'on peut encourager, pousser, faire pression, mais tout en étant dans quelque chose de pacifique et de le plus bienveillant possible pour les personnes, pour donner vie à ce monde sans énergie fossile, où chacun ait sa place et où personne ne soit laissé de côté. Voilà, Éloi, c'est à toi. Merci Anne. Alors, il nous reste assez peu de temps, donc il nous reste 7 minutes, donc je vais aller très vite. Quelques propositions d'action, donc comment agir. Donc merci aux deux intervenants. Et maintenant, la question, c'est comment, là où on est, quels sont les leviers d'action qu'on peut avoir pour contribuer à cette sortie des énergies fossiles qui est indispensable, on l'a vu. Bon, déjà, parce que c'est vraiment l'actualité, là, vous avez vu, pendant la COP28, l'accord final vient d'être signé. Et donc, l'accord final et amorce la transition hors des énergies fossiles. En revanche, je veux citer, c'est pas parce que cet accord amorce cette sortie que on ne doit pas agir à l'inverse. Et là, je vais citer deux sources différentes. Le pape François, Anne a commencé à le citer, qui dit qu'il faut exercer une pression sur les facteurs de pouvoir. Et ensuite, le communiqué du réseau Action Climat, qui vient de sortir à la fin de la COP28, qui nous dit que cet accord final nous démontre qu'il est nécessaire de maintenir la pression sur les décideurs et les décideuses pour qu'ils prennent des engagements audacieux et assument leurs responsabilités. Il y a un accord global qui est signé et maintenant il faut le mettre en œuvre. Et pour ça, il faut que les acteurs privés et publics soient enjoints à le faire par, au fait, nous tous, toute la société. Donc, quels sont les leviers d'action? Quelques leviers d'action pour sortir des énergies fossiles à notre échelle. Tout d'abord, il y a l'action contre les nouveaux projets d'énergie fossile. Voilà, malgré les avertissements, encore beaucoup d'entreprises fossiles continuent d'explorer et de développer de nouveaux projets. Par exemple, là, je tire cette citation d'un article du Monde. Si l'ensemble qui parle seulement des bombes carbone, donc les gros projets d'extraction fossile qui sont en cours ou en projet, si toutes ces bombes carbone étaient exploitées, vous voyez, il y a 1182 gigatonnes d'équivalent CO2 qui seraient libérés dans l'atmosphère, alors que pour respecter les 1,5 degrés, il faudrait rester à 500 gigatonnes. Donc, il faut absolument lutter contre ces nouveaux projets fossiles, et le mouvement Laudato Si s'engage depuis des années contre, par exemple, le projet ICOP, qui est un projet de pipeline de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie, donc d'extraction de pétrole. Et donc, c'est une manière de s'engager, c'est d'agir contre, faire en sorte que ces nouveaux projets n'aient pas lieu. ICOP, mais d'autres.
Ensuite, on peut agir sur le financement des énergies fossiles et des énergies renouvelables, parce que ces projets, pour avoir lieu, il faut qu'ils soient financés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui continuent à être financés par les banques et indirectement par toutes les personnes qui placent leur argent dans ces banques. Donc toujours selon Le Monde, 307 groupes fossiles en expansion ont bénéficié de 1000 milliards d'euros d'obligations depuis 7 ans, depuis 2016. Donc c'est absolument considérable. Voilà un autre petit graphique que je vous laisserai regarder. Et donc, on peut aussi agir sur le financement de ces énergies fossiles et que ces financements aillent dans les énergies renouvelables. Et enfin, et ça, Yves l'a dit et Daphné aussi, il faut agir sur nos modes de vie personnels et collectifs. Est-ce qu'on est prêt à changer pour plus de sobriété? Et donc là, bon, là, je vais pas commenter parce que c'est Yves, Yves l'a très bien dit avant moi. Ensuite, quels sont les moyens d'action? J'en ai identifié 3, mais on pourrait le faire différemment. Mais je vous les présente. Il y a d'abord des choix individuels et collectifs qui seraient, enfin, faire des choix éthiques et sobres. Donc ça, c'est les changements de vie. Donc choisir d'utiliser moins sa voiture ou de manger moins de viande, mais aussi militer localement pour, par exemple, plus d'aménagements cyclables ou désinvestir soi-même des énergies fossiles. Euh, voilà, ce sont des choix qu'on peut faire là où on en est et aussi avec nos communautés, nos familles, les personnes qui nous entourent. Donc ça peut aussi être collectif, bien sûr. Ensuite, bien sûr, rejoindre des groupes pour agir ensemble. Donc, vous pouvez rejoindre des groupes et des associations locales ou nationales. Il en existe beaucoup en France, donc choisir celle qui vous correspond le mieux. Du coup, je vous rappelle qu'il est possible de devenir animateur au sein du mouvement Laudato Si. C'est ce qu'on propose. On vous propose d'être formé sur sur ces enjeux et de rejoindre d'autres animateurs Laudato Si qui ont envie d'agir ensemble. Toutes les informations sont sur le site internet. Et enfin, il est possible aussi d'élever une voix prophétique, c'est le terme qu'on utilise au mouvement Laudato Si, c'est-à-dire, mais on peut dire aussi militante ou politique, mais dans la tradition chrétienne, il y a eu tous ces prophètes qui ont averti et qui ont permis aussi les changements structurels. Et donc, des exemples de voix prophétiques, de manière d'entrer dans une action un peu plus militante. Il y a cet appel à organiser des cercles de silence pendant la COP28, qui a été lancé par plusieurs organisations chrétiennes, dont le mouvement Laudato Si. Et donc, il y a plus de 60 cercles de silence qui ont été organisés partout en France. Il y en a qui sont sûrement présents dans ce webinaire et qui ont expérimenté cette forme de mobilisation. Donc, c'est une manière de faire pression, de montrer, d'être présent dans l'espace public. Et le deuxième exemple, c'est l'annonce de désinvestissement. Le désinvestissement fossile, c'est choisir de ne plus investir dans les compagnies fossiles pour ne plus qu'elles puissent financer leurs nouveaux projets. Et donc, c'est possible de l'annoncer publiquement, les communautés, les diocèses, ou bien même personnellement, pour en faire quelque chose de plus prophétique. Et voilà, et je termine juste avec quelques idées très concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant en quittant ce webinaire. Euh, Par exemple, mais il y en a d'autres, et vous pouvez mettre dans le chat peut-être en parallèle quelques idées que vous avez pour inciter les autres. Et la première, c'est envoyer une lettre à votre diocèse ou communauté pour les inviter à désinvestir des énergies fossiles. Sur la page du site, sur une page du site du mouvement Laudato Si, il y a un modèle de lettre à envoyer et plein d'informations sur le désinvestissement. Donc c'est une manière d'agir et de faire pression. Ensuite, vous pouvez vous mobiliser pour que l'écologie soit au cœur de la campagne des élections européennes du printemps prochain. L'Europe a un rôle très important à jouer dans la transition énergétique. Et donc, c'est important que le thème de l'écologie soit au cœur des débats. Donc, il y aura une campagne notamment de carême du mouvement Laudato Si sur ce thème. Et enfin, vous pouvez rejoindre les prochaines actions prophétiques du mouvement Laudato Si ou d'autres mouvements. Mais pour avoir les informations du mouvement Laudato Si, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, vous serez tenu au courant. Donc, voilà, quelques propositions. Et je pense qu'on n'a pas trop le temps pour les questions-réponses.
Mais Et voilà, si on c'était pas s'accorde l'essentiel. 5 minutes de plus, Ok. on peut peut-être prendre juste une question parce qu'il y a quelqu'un qui demandait comment désinvestir des énergies fossiles. Donc, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on fait pour trouver les infos pour désinvestir? Voilà, bah, je l'ai dit, c'est le lien est dans mon diapo que je pourrais vous partager, et il y a une page sur le site du mouvement Laudato aussi. On va essayer de de la mettre dans le chat. Merci beaucoup. Puis on enverra les planches des présentations aux personnes qui sont inscrites ce soir. Donc, vous aurez les infos et les liens et vous pourrez cliquer et approfondir les différents sujets. Voilà, on arrive à l'heure. On a pris du retard. Et merci Hello, on a réussi à rattraper. Merci d'avoir mangé sur ton temps pour ça. Et on a commencé dans la prière. On voulait finir dans la prière aussi avec une prière qui est inspirée de Laudate Deum et Laudato Si. Et je crois que Denis était d'accord pour la lire. Est-ce que c'est bien le cas ou est-ce que j'ai manqué quelque chose? Oui, c'est bien ça. Alors, Voilà. j'ouvre le micro. Si Denis est là et qu'il peut ouvrir son micro, Oui, j'attendais la réouverture, merci. très bien. Dieu créateur, tu nous offres le monde comme un don qui surgit de ta main ouverte. Nous n'avons pas su en prendre soin. Nous avons oublié de nous émerveiller et nous avons vu ta création comme une simple ressource. Et nous en avons fait l'esclave, la victime de notre caprice. Aujourd'hui, les conséquences du changement climatique frappent les personnes les plus vulnérables. La sécheresse, les inondations, les vagues de chaleur, les incendies et les tempêtes qui se produisent partout dans le monde. Nos réactions sont insuffisantes, alors que notre monde s'approche peut-être d'un point de rupture. Aide-nous à entendre la clameur de la terre et des pauvres, à avoir le courage de prendre une douloureuse conscience de ce qui se passe dans le monde, d'oser le transformer en souffrance personnelle pour reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Aide-nous à devenir des poètes sociaux qui ont la capacité et le courage de faire naître l'espoir là il ne semblait y avoir. Je n'ai pas le bas de la feuille. Cabut et exclusion. Désolé, il manque le bas. Cabut et exclusion. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors attends. Désolé, j'ai pas. Oui, c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir accepté de lire un peu au débeauté. Voilà, ça s'est organisé pendant la réunion. Vous aurez le texte de la prière aussi pour le. Voilà. Et donc, Denis, tu es référent écologie intégrale au diocèse d'Annecy ou Grenoble? Ah, j'ai un doute. Voilà, ça y est, j'ai le micro. Merci. Diocèse d'Annecy. Voilà. Qui a organisé des prières pendant la COP. Temps de prière pendant la COP et dimanche, un petit cercle de silence. Voilà, merci beaucoup à tous. Donc, on vous enverra les ressources. Et puis, voilà, j'espère qu'on restera en contact. Merci d'avoir été nombreux, d'être restés jusqu'au bout. Merci pour votre attention et vos questions. Et puis, à nouveau, un grand merci à nos intervenants, à Yves Marignac et à Daphné Chamar-Terlinck, d'avoir été présents et voilà, d'avoir apporté toute leur expertise. Je sais que ça a été très apprécié.